Bon, merci beaucoup de prendre ce temps pour discuter un petit peu des chirurgies de réassignation sexuelle et des prothèses Zéphyr. C'est un plaisir. Vous êtes le premier qu'on interviewe, donc merci beaucoup de faire ce test. C'est moi. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous, de qui vous êtes, ou d'où vous venez, où est-ce que vous travaillez? Donc je suis de formation urologue, urologue-andrologue. Je travaille sur Lyon depuis le début de l'année à l'hôpital privé Jean Mermoz, qui est une clinique de Lyon. Et puis avant, j'étais au CHU de Lyon-Sud pendant plusieurs années. Voilà, donc je suis urologue et je me suis surspécialisé dans la chirurgie de reconstruction des organes génitaux externes. Donc toute la chirurgie de reconstruction des organes génitaux, que ce soit chez des patients trans, F2M ou M2F, mais aussi beaucoup de patients cisgenres avec des chirurgies de la verge, des chirurgies de l'urètre, mais je ne fais plus du tout d'urologie classique. D'accord. Et donc aujourd'hui, votre spécialité, vous pourriez dire que c'est la réassignation sexuelle et les Oui, je fais à peu près 50% de chirurgie de réassignation et puis 50% de chirurgie urétrale, de pénis. Voilà, donc c'est à peu près 50-50, mais que de la reconstruction génitale. D'accord. Et concernant les chirurgies de réassignation sexuelle, quel type de chirurgie est-ce que vous faites? Alors, je fais des phalloplasties. Pour l'instant, j'ai développé dans ma nouvelle activité que les phalloplasties abdominales pour des raisons d'organisation. Ça ne veut pas dire que les choses peuvent pas bouger dans le futur, mais pour l'instant, je fais que des phallo-abdos et puis je fais des métaillodioplasties. Voilà. Ça, c'est pour les chirurgies F2M, et pour les chirurgies M2F, je fais des vaginoplasties. Voilà. D'accord. Concernant la chirurgie abdominale, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de la technique de préparation que vous avez adoptée, et ensuite en combien d'étapes vous faites cette chirurgie? Alors la phalloplastie abdominale, c'est une des techniques qui permet d'obtenir une phalloplastie. Des techniques de phalloplastie, il y en a de nombreuses. Il y a ce qu'on appelle les lambeaux libres, qui consiste à aller prendre un morceau, enfin une partie d'un organe quelque part et d'aller le greffer au niveau du pubis. Et puis il y a les lambeaux pédiculés, qui consistent à construire la phalloplastie à l'endroit où en fait elle va se créer, c'est-à-dire que on ne détache pas à proprement parler l'ensemble du lambeau. Très clairement, il existe plein de techniques et il y en a aucune de parfaite. C'est ce que je dis systématiquement à tous mes patients quand on est dans la préparation et le choix de la technique. Il y en a aucune de parfaite. La phalloplastie abdominale n'est pas du tout parfaite, mais l'idée c'est d'aller chercher la technique qui convient le mieux aux patients. C'est-à-dire que trouver l'équilibre entre les avantages et les inconvénients. Donc la phalloplastie abdominale, elle a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Mais ça reste une très bonne technique. Son avantage, son avantage principal, c'est probablement sa sécurité, c'est-à-dire qu'elle a moins de risque de nécrose totale, de perte complète de la phalloplastie, comme une phalloplastie antébrachiale, le phalloplastie l'avant-bras. Par contre, elle a l'énorme inconvénient d'un plus grand nombre d'interventions pour aboutir à la phalloplastie. C'est le fait d'avoir plusieurs étapes qui sécurisent en fait la phalloplastie, mais d'un autre côté, ça augmente le temps de prise en charge et le nombre d'interventions. D'accord. Est-ce que vous faites systématiquement des rallongements de l'urètre? Alors pas systématiquement, c'est quelque chose l'urètre de toute façon c'est la bête noire du chirurgien qui fait de la phalloplastie, hein, quelle que soit la technique utilisée. Dans la littérature, les complications urétrales après phalloplastie varient entre 30 et 80% des cas après phalloplastie. Donc très clairement, quelle que soit la technique utilisée, il y a beaucoup de complications au niveau de l'urètre. Concernant la phalloplastie abdominale, elle n'y échappe pas et c'est son deuxième inconvénient après le nombre d'interventions, c'est qu'elle a pas mal de complications urétrales, environ 70% de risque d'avoir une complication. Ce risque de complication aboutit à de nouvelles chirurgies. Donc en fait, on propose aux patients de faire une reconstruction urétrale ou de ne pas en faire en fonction de ce qu'il est capable de faire comme concession. Très clairement, un patient qui peut ne pas uriner debout, qui peut accepter de continuer à uriner assis, il s'évitera toutes les complications urétrales et donc c'est probablement un avantage. Mais s'il souhaite une reconstruction urétrale, bien sûr, on l'a fait si c'est important pour lui.
Donc il est possible de faire une reconstruction urétrale après avoir eu une phalloplastie. Oui, bien sûr, on peut faire une reconstruction urétrale à n'importe quel moment d'une phalloplastie. Cependant, si le patient a une prothèse en place, euh, il est plutôt recommandé, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire d'enlever la prothèse dans un premier temps, ensuite de faire la reconstruction urétrale et ensuite de reposer une prothèse parce que le risque d'infecter la prothèse sur une chirurgie d'urétroplastie est trop important. C'est important. Ça veut dire qu'un patient qui aurait eu une phalloplastie dans un autre centre ou dans un autre pays, par exemple, sans l'urétroplastie, pourrait venir vous voir pour faire une urétroplastie dans sa phalloplastie et ensuite bénéficier d'une prothèse par la suite. Ah, j'ai perdu le docteur Terrier. Alors bonjour à tous, je profite de cette petite absence, j'espère qu'il va revenir assez vite, pour vous dire merci d'être là et n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire, on les voit. C'est bon, j'ai retrouvé le docteur Terrier, il est là. Je vous avais pas perdu moi, mais du coup. Ouais, donc pour répondre à votre question, oui, si un patient a une phalloplastie à l'étranger sans reconstruction urétrale et qu'il souhaite une reconstruction urétrale, il peut tout à fait s'adresser à un chirurgien qui fait des urétroplasties pour de nouveau avoir un urètre, c'est possible. Mais et puis, comme je vous le disais, la pose d'implant de toute façon interviendra toujours dans un second temps. Très bien. Justement, concernant les implants, est-ce qu'on pourrait parler un peu plus de votre expérience de type d'implant et donc de différentes marques, peu importe les marques, mais de différents types d'implants et ensuite distinguer bien les implants malléables des implants hydrauliques et voir un petit peu quelle est votre expérience et votre retour là-dessus. Moi, j'ai plutôt une expérience importante de la pose d'implants, aussi bien chez les hommes cisgenres que chez les patients qui ont des phalloplasties. Il existe effectivement différents types d'implants. Les premiers implants, les implants qu'on a posés pendant des années et qu'on continue encore à poser dans certains cas, ont été conçus à la base pour des verges biologiques. Euh, et donc on les a posés pendant des années. Il y avait les implants malléables et les implants gonflables. Et puis depuis maintenant 3 ans à peu près, on a sur 3 ans, je crois pas me tromper complètement sur la date, mais on a un implant plus spécifique, enfin complètement spécifique pour les phalloplasties, pour répondre aux problématiques, pour essayer de répondre aux problématiques qu'on avait avec les implants plus classiques. Puisque le vrai problème, le vrai souci qu'on rencontre dans une phalloplastie, c'est que les implants sont soumis à des pressions mécaniques, à des contraintes très importantes qui font que les implants s'abîment beaucoup plus rapidement que dans une verge biologique. Et donc il faut trouver des améliorations pour avoir moins de soucis avec les implants. Alors, je me permets de vous montrer à l'écran les deux types d'implants. Donc là, c'est l'implant hydraulique. Hein. Donc ça, c'est un implant pour patients cisgenres. Et ici, un implant, les implants spécifiques trans. Donc, ce dont vous parliez, c'est la pression importante exercée surtout au niveau de l'attache de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, dans une verge, je vais dire pour le terme pour que ce soit simple, hein, dans une verge biologique, on a ce qu'on appelle deux corps caverneux. Les corps caverneux, c'est une enveloppe très solide, assez élastique, qui maintient en fait la verge. Et donc l'ensemble de l'implant se trouve dans cette paroi et donc est très solide à l'intérieur. Une fois que c'est cicatrisé, c'est très solide. Dans une phalloplastie, on n'a pas d'enveloppe pour mettre en place l'implant, donc l'implant est à l'intérieur d'une couche soit de muscles ou de graisse, mais n'est pas réellement dans quelque chose qui le contient. Et donc il faut le fixer, cet implant, à quelque chose, et en l'occurrence on le fixe au pubis. Donc sur les anciens implants, enfin sur les implants d'hommes cisgenres, on utilisait des fils qu'on passait autour de la base de l'implant et qu'on venait fixer sur le périos du pubis. Et en fait, très souvent, ça a tendance à casser, à s'enlever. Et donc, pour résoudre ce problème de fixation, l'idée, ça a été de créer une plaque de fixation, une plaque métallique avec des trous à l'intérieur qui permet de fixer en fait au niveau du périoste du pubis l'implant pour avoir moins de problèmes d'implant qui se désinsère de son endroit de fixation.
Vous, comment est-ce que vous fixez justement la plaque de fixation avec des sutures, avec des vis? Qu'est-ce que vous Alors choisissez? avec moi j'utilise que des sutures, donc je prends des fils qu'on appelle non résorbables, c'est des fils résorbables, donc c'est-à-dire qu'ils vont se digérer dans le corps, et des fils non résorbables, donc j'utilise 4 fils non résorbables qui viennent se fixer, puisque de toute façon on a besoin d'avoir quelque chose qui attache et qui reste définitivement, puisque l'implant est une matière inerte, donc il n'est pas digéré, il reste pas collé, fusionné à l'organisme. Donc il faut le fixer avec quelque chose. Alors j'ai pas d'expérience d'utilisation de vis. Je sais pas si des collègues dans le monde utilisent des vis. Euh, Il y a une L'avantage, tentative au début, oui. Oui, oui, ouais. Alors le problème d'une vis, c'est qu'elle va aller en profondeur également dans l'os, oui. donc elle peut potentiellement créer des infections au niveau osseuse ou créer plus de douleur. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance plutôt à utiliser des fils. D'accord. On nous posait la question il y a quelques jours de savoir combien de temps est-ce que, en général, on maintenait la prothèse sans usage après la chirurgie et si on la maintenait un petit peu gonflée. Je voudrais avoir votre retour là-dessus. Quelles sont vos techniques? Alors, alors, je pense qu'il y a plein de façons de faire qui peuvent être différentes, hein. Moi, mon habitude, c'est de laisser au repos 6 semaines l'implant après la pose, pour laisser cicatriser, pour que vraiment la peau soit parfaitement cicatrisée, pour ensuite pouvoir, et surtout que les douleurs disparaissent, pour pouvoir Mhm. manipuler l'implant dans de bonnes conditions. Donc, le repos, il est nécessaire pour permettre une bonne cicatrisation et puis pouvoir manipuler l'implant sans créer trop de douleur au patient. Mhm. Et puis, pour ce qui s'agit de le laisser gonfler, alors d'un côté, le laisser gonfler, c'est intéressant parce que ça comprime l'intérieur et ça limite le risque d'hématome. D'un autre côté, les phalloplasties, elles ont besoin de respirer, elles ont besoin que le sang arrive à l'intérieur pour être bien vascularisé, pour surtout pas avoir de risque de nécrose, de mauvaise vascularisation. Et donc, laisser trop gonfler, c'est risquer que la phalloplastie ne se vascularise pas correctement et donc d'avoir des nécroses. Donc, j'ai plutôt tendance à pas trop les laisser gonfler en post-opératoire pour éviter qu'il y ait de problèmes de vascularisation. Mhm. D'accord. En tout cas, si on les laisse gonfler, il faut les dégonfler avant les 6 semaines. Alors, on recommande de les laisser gonfler sans les gonfler à 100%, mais pendant quelques jours ou 1 ou 2 semaines en grand maximum pour justement éviter ce, l'empêchement de la vascularisation. Et concernant, et pour éviter aussi que la prothèse se remonte dans la phalloplastie en position Oui, debout, pour permettre, j'imagine, à ce que le gland soit un petit peu attrapé à l'intérieur de la phalloplastie et que naturellement la prothèse se déploie et se maintienne à l'intérieur. ouais, sauf qu'en fait, c'est vrai, mais d'un autre côté, la prothèse, elle n'a pas de possibilité d'extension, elle a une possibilité d'élargissement. Donc Oui, théoriquement, une fois qu'elle est en place, mais effectivement, ça c'est une problématique, mais je suis pas sûr qu'elle soit résolue par le fait de laisser gonfler l'implant. d'accord. Vous parliez de douleurs. Est-ce que vous pourriez nous faire des retours sur les douleurs dont vous parlent vos patients? Ouais, moi, je pense que la mise en place de prothèses, c'est une chirurgie douloureuse en post-opératoire. Les patients ont mal. Ils ont mal pendant environ bien 3 semaines en post-opératoire. Ça peut être même plus long. Mhm. Donc, c'est vraiment hyper important que les patients soient bien prévenus de ces douleurs. On rencontre exactement les mêmes douleurs hein, quand on pose une prothèse chez un homme cisgenre. Les douleurs, elles viennent du fait qu'on met un corps étranger quand même assez volumineux dans une zone qui est très restreinte. Donc, il faut le temps au corps de s'habituer à cette présence de corps étranger. J'explique qu'il faut entre guillemets digérer l'implant, c'est-à-dire créer une cicatrisation autour, l'isoler du reste du corps pour que les douleurs diminuent. Mais il y a cette période de douleur qui peut être quand même assez handicapante. C'est pour ça que moi je préconise toujours un arrêt de travail d'au moins 3 semaines, un mois après les implants, parce que c'est loin d'être une chirurgie non douloureuse. D'accord. Et concernant le choix d'une prothèse plutôt gonflable ou plutôt malléable, donc je vous montre là, les malléables sont ici et la gonflable est ici qu'on a déjà vu. Hein. Quel est comment est-ce qu'on choisit comment est-ce que vous recommandez plutôt l'une plutôt l'autre? Comment ça se passe? Alors très clairement, moi j'ai un vrai tropisme pour les implants gonflables parce que je considère que c'est ce qui donne le meilleur rendu physiologique et esthétique, c'est-à-dire qu'au repos, la verge est dégonflée et en érection, elle est rigide. À la différence d'un semi-rigide, au repos, on est toujours en demi-érection et en érection, on est toujours en demi-repos. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est jamais parfaitement en érection et parfaitement au repos. Cependant, ça a quand même des inconvénients non négligeables.
les implants dans les phallos sont difficiles à gonfler, donc les pompes sont toujours difficiles à manier avec des gonflages et des dégonflages qui sont pas du tout évidents. Mhm. Euh, Et ça, donc, pour quelle raison est-ce qu'ils sont pas forcément évidents? alors ils sont pas évidents parce qu'on n'a pas la même plasticité, la même élasticité à l'intérieur du scrotum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, déjà clairement, hein, quand on pose une pompe dans un scrotum natif, c'est déjà difficile. Les patients ont déjà une pompe dure, parce qu'il y a de la pression à l'intérieur, et c'est déjà pas facile. Mais là, en plus, on est dans une loge, c'est-à-dire l'endroit où se trouve la pompe, c'est jamais un endroit, même quand on a fait une scrotoplastie, donc une reconstruction du scrotum, c'est jamais un endroit très élastique, très facile à manipuler. Et donc, les patients ont du mal à prendre en main leur prothèse et à sentir bien l'ensemble des éléments de la prothèse. Mhm. Ça, c'est la petite pompe, Ouais. hein. Et donc, c'est pas facile pour eux de le palper, pas facile d'appuyer suffisamment fort pour envoyer de la pression. Et donc, Mhm. c'est toujours, moi, j'ai pas souvenir d'un patient qui a eu, dès le début, beaucoup de facilité à gonfler et dégonfler son implant. D'accord. Et donc ça, avec le temps, le patient a plus de facilité à gonfler. Bah, avec le temps, le patient apprend à manipuler son implant, donc il comprend, il a la, parce que en plus au cabinet, moi je sais parfaitement comment il fonctionne l'implant. Pour le patient, il a la difficulté, c'est de se rendre compte comment fonctionne son implant. Mhm. Et une chose très importante, c'est que vous puissiez nous fournir des fausses pompes pour qu'on puisse bien expliquer aux patients comment ça fonctionne. C'est noté. Et donc, une fois que le patient sait s'en servir, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, petit à petit, la pompe elle a tendance à se faire un petit peu, à se ramollir, et la prothèse à l'intérieur aussi prend sa place et ça devient de plus en plus facile. D'accord. Et concernant donc ce modèle-ci, on Mmh, a rajouté une petite, donc on a la pompe, hein, qui est mmh, comme la pompe des implants pour les hommes cis, qui est ici. Donc c'est la même taille de pompe et en fait on a rajouté une petite membrane pour faire comme un implant de taille d'implant. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à votre avis? Alors moi je pense que ça apporte une vraie amélioration esthétique parce que ça permet d'avoir un très bon volume. Et en plus, ce volume, on a des prothèses testiculaires qui font exactement le même volume que Mhm. ce volume de pompe. Donc du coup, on a un très bon équilibre entre les deux testicules avec la même taille. On peut réussir à trouver la même taille de chaque côté. Donc pour ça, c'est très intéressant. Après, je pense qu'il faut faire attention, les chirurgiens qui les posent, à pas trop gonfler, parce que du coup, si on gonfle, si on met de l'eau, bah, on augmente encore plus la difficulté à gonfler. C'est pour ça que moi, je gonfle jamais. Donc on a le volume, mais on n'a pas la même consistance On a le que volume, vraiment la. voilà, on n'aura pas la consistance, le toucher de la prothèse testiculaire qu'on peut mettre habituellement. Mais par contre, on aura l'aspect esthétique plus satisfaisant. D'accord. Alors, concernant justement les testicules, on a reçu une petite question, à savoir quels sont les avantages et les inconvénients entre les testicules avec implant testiculaire et les testicules avec de la graisse. Bah, ça dépend déjà quelle technique de reconstruction on a eu. Si on a une phallo, ça dépend aussi quel type de phallo on a eu. C'est l'avantage de faire une scrotoplastie, c'est-à-dire d'aller vraiment créer des poches de scrotum avec de la graisse, Mhm. c'est que derrière, on va avoir plus de facilité à manier euh, à manier la pompe derrière. Donc il y a un vrai avantage fonctionnel à faire une scrotoplastie avec de la graisse. Mhm. D'un point de vue esthétique, c'est tout à fait discutable parce que ça peut des fois donner quelque chose qui est pas toujours très esthétique. Ça dépend de la taille des grandes lèvres qu'on a initialement. C'est-à-dire que si on a des grosses grandes lèvres, on peut faire des bonnes bourses. Si on a des petites grandes lèvres à la base, ça donne pas forcément quelque chose d'hyper esthétique. Donc le côté esthétique, c'est très discutable. Par contre, le côté fonctionnel, c'est une aide, je trouve, pour après manipuler la pompe. D'accord. Si c'est une métaïodoplastie dont on parle, dans les métas, on crée des scrotoplasties quasiment systématiquement pour créer le volume des testicules. Moi, je suis pas très fan de mettre en place des prothèses dans les métas, des prothèses testiculaires dans les métas. Je parle des prothèses testiculaires parce que je trouve que ça fait un volume important par rapport à une méta qui est courte. Donc, ça a tendance à un peu rendre quelque chose de disproportionné entre la taille de la méta et la taille des testicules. D'accord. Donc c'est une question d'esthétique et une question fonctionnelle, le fait de faire ou pas une scrotoplastie. D'accord. Donc ça dépend vraiment plutôt de la physiologie du patient, en Oui, réalité, de la taille des grandes lèvres. ouais, et puis ça dépend aussi de l'insertion de la phallo. Sur une phallo abdo, la phallo, elle a tendance à être insérée un petit peu plus haut.
par rapport à une phallo antébrachiale qui est insérée un peu plus basse au niveau du pubis. Donc, sur les phallo-abdos, moi j'ai tendance à préférer le fait de ne pas faire de scrotoplastie et de mettre les implants dans les grandes lèvres, ce qui va créer en fait le scrotum. Et souvent, moi je trouve que ça donne des aspects esthétiques tout à fait satisfaisants. Et il y a plein de chirurgiens dans le monde qui font pas du tout de scrotoplastie dans les phallos. Et donc sur une phallo antébrachiale, c'est plus bas, donc c'est souvent plus esthétique. D'accord. Concernant l'esthétique aussi, on nous pose beaucoup la question de savoir où se situe le clitoris au moment de la phalloplastie ou même de l'insertion de la prothèse. Vous, Alors, quelle est votre technique? Alors, la technique, elle est à la carte, c'est-à-dire que je propose systématiquement, moi, à mes patients, d'enfouir, alors sur une phallo-abdo, hein, on peut enfouir complètement le diclite. Dans ces cas-là, il sera plus du tout visible. Et dans ces cas-là, je le remonte un petit peu, je le libère, je le remonte à la base de la phalloplastie pour essayer d'augmenter le plus possible les sensations érogènes lors de la pénétration, pour qu'elles soient transmises au niveau du diclite. Et dans la phallo antébrachiale, on va connecter des nerfs du clitoris, enfin un nerf du clitoris à un nerf de l'avant-bras. Donc là, de toute façon, il sera enfoui systématiquement. Dans la phallo-abdo, on peut l'enfouir ou ne pas l'enfouir. Si on l'enfouit, forcément, on va réduire un petit peu les sensations érogènes, mais par contre, il aura totalement disparu, il sera non visible. Si on le laisse, il sera sous la phallo, entre les deux testicules, mais si on écarte beaucoup les testicules, on le verra. D'accord. Je reviens juste sur l'expérience de la pompe. Hein. On a eu un petit commentaire disant que au début c'était en effet assez compliqué de pomper et d'utiliser la pompe, mais qu'au bout de 3 mois post-op c'est beaucoup plus pratique et l'usage est vraiment simplifié. Donc il faut de l'habitude et du temps et tout va bien apparemment. Et concernant ce qu'on disait donc des implants testiculaires en graisse pour les testicules. Retour de quelqu'un qui nous dit bonjour, pour avoir eu les deux, donc graisse et implant, lorsque j'avais la métoïdioplastie, la graisse finit toujours par fondre au bout d'un moment. C'est le gros inconvénient. Alors c'est vrai que la graisse, elle a toujours tendance à fondre un peu. Alors pas tant que ça quand même. Elle peut fondre aussi tout simplement si la personne fait un régime et perd beaucoup de poids, ça c'est possible parce qu'on aura une fonte graisseuse de l'ensemble du corps et donc on aura également une fonte graisseuse au niveau du scrotum. Moi je pense que de toute façon, je fais au cas par cas, c'est-à-dire que sur les méta, ça m'arrive de mettre des prothèses et je les mets pas en systématique, mais si les patients ont une demande par rapport à ça, on les met, il n'y a pas de problème. D'accord. Et est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait en fait, et ce qui n'existe pas encore, des prothèses testiculaires plus petites que celles qui existent actuellement? Alors elles existent, hein. Non, elles existent, hein. On a toutes les tailles de prothèses, on n'est pas gêné par rapport aux tailles de prothèses. Mais c'est juste, il y a un deuxième problème qui peut être avec les métas, c'est que ça peut donner des fois un peu un aspect un peu bilobé au niveau du scrotum. Mais c'est-à-dire on a à la fois la boule de graisse, la boule de testicule. Mais on a toutes les tailles à ce niveau-là, c'est pas un problème. D'accord. Et concernant la métoïdioplastie, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Parce que, alors, Zéphyr a un petit implant pour la méta, qui est celui-là, que vous connaissez, il me semble. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous pourriez nous faire un retour et puis votre expérience sur les métas, en général? Ça, c'est quelque chose qu'on avait mis en place à Lyon Sud en premier, notamment le docteur Morel Journel, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, effectivement, c'est des petites prothèses semi-rigides qu'on met à l'intérieur des corps caverneux du clitoris, puisqu'en fait, le clitoris, c'est ni plus ni moins qu'un pénis qui s'est pas développé complètement. Donc, il y a la même structure que dans un pénis biologique avec des corps caverneux de chaque côté. Donc, ils sont tout petits. Il faut pas se tromper de l'objectif de ça. C'est pas un implant pour pénétrer et avoir des érections. C'est un implant pour rigidifier un petit peu la méta et pour l'extérioriser un petit peu plus. Parce qu'en fait, quand on tracte sur le diclite, sur le clitoris, quand on fait une méta, on a souvent une longueur assez satisfaisante, mais dès qu'on enlève la traction, elle a tendance à se rétracter. Donc le fait de mettre une prothèse à l'intérieur permet qu'il y ait moins de rétraction et ça va améliorer, l'objectif c'est d'améliorer l'esthétique et c'est d'améliorer les capacités à uriner debout dans de bonnes conditions, en extériorisant mieux la méta. Et par contre, ça n'a pas pour objectif de pouvoir obtenir une pénétration, il faut être clair là-dessus.
Euh, donc, juste pour donner un petit peu plus de précision, donc cette prothèse-là, donc il y a deux cylindres. Hein. Donc la partie en silicone s'insère en partie proximale, ça veut dire à l'intérieur du corps caverneux, et la partie avec un petit câble métallique se met en partie distale du diclite, c'est-à-dire que en fait la personne peut rabaisser et relever, disons, sa méta. Donc, ça veut dire que vous choisissez la taille en fonction de la taille du corps caverneux et vous coupez. En fait, on mesure, ouais. Pendant l'opération, en fait, on a ces implants-là, ils ont une taille, donc c'est simple à ce niveau-là. On mesure pendant l'intervention la taille intérieure du corps caverneux, et puis ensuite on insère on insère la prothèse. Mais en vrai, cette idée de pouvoir, évidemment, l'idée c'est ce côté malléable. Oui. Bon, il sert pas énormément dans la vie de tous les jours après, quoi. Oui. Et quels sont les retours des patients? Est-ce que vous avez des retours plutôt positifs ou plutôt neutres ou plutôt avec des problématiques qui ont surgi en post-opératoire? Alors, de toute façon, déjà, faut être clair. Le fait dans une méta de rajouter une prothèse, c'est rajouter un risque infectieux, puisque dès qu'on met un corps étranger à l'intérieur du corps humain, on rajoute un risque infectieux. Donc, mettre une prothèse, c'est risquer d'avoir une infection et devoir être réopéré pour enlever cette prothèse. Ensuite, bah, moi, j'ai plutôt je trouve qu'on a plutôt un retour positif parce que on a l'impression que ça augmente, ça donne de bons résultats esthétiques. Maintenant, il faut prendre quand même ces résultats avec du recul. On est dans une phase où sur l'équipe de Lyon Sud, on était les premiers à commencer à les mettre en place. Ils continuent à en mettre pas mal. Je pense qu'ils vont sortir les études, enfin l'étude dans pas longtemps, ce qui va nous permettre d'avoir une première étude. Et puis il faut que d'autres centres s'y mettent dans le monde pour qu'on ait vraiment plusieurs avis. Et idéalement, mais c'est très compliqué à mettre en place, il faudrait faire des études comparatives où on ferait des patients avec et des patients sans et on comparerait les deux patients. L'autre chose aussi importante, c'est que il faut qu'on ait un vrai recul parce que là, on a moins de 2 ans de recul, enfin on a 2 ans de recul sur ces prothèses. Il faut voir dans 10 ans ce que ça donnera, quel retour on aura à ce moment-là. Oui, absolument. Et cette prothèse-là, disons que le fait d'insérer cette prothèse au moment de la méta n'empêche pas d'avoir par la suite une phalloplastie. Non, ça n'empêche pas d'avoir derrière une phalloplastie, pas du tout. Puis de toute façon, alors ça n'empêche pas, sauf qu'à un moment donné, il faudra probablement les enlever pour pas se retrouver avec un diclite qui serait vraiment très prononcé, et puis par-dessus une phallo. Donc, si derrière on se lance sur une reconstruction de phalloplastie et qu'on décide d'enfouir le clitoris, bah on enlèvera les prothèses, mais techniquement c'est très simple à faire. D'accord. Merci. Alors, je reviens un petit peu sur la prothèse hydraulique. On a eu une petite question concernant le relâchement de la pompe. Donc, bonjour, j'ai entendu parler de relâchement de pompe. Est-ce que cela signifie que la pompe peut être percée? Alors, je sais pas trop ce que la personne veut dire par relâchement. Il peut y avoir, ça dépend le modèle qu'on utilise. Dans certains modèles, on avait des problèmes on peut avoir des dégonflages de pompes intempestifs lors des rapports. Qui peuvent être liés soit au modèle, dans certains implants, c'est des modèles, notamment il y a un implant qu'on doit tordre pour dégonfler, bah, cet implant-là, lors de certaines positions, il a tendance à se dégonfler. Et puis après, il y a les problèmes mécaniques qu'on peut avoir sur les implants. Comme on a parlé tout au début, on a plus de problèmes mécaniques dans des verges biologiques, et donc du coup, bah, on a un risque on a un risque d'avoir un problème mécanique, donc un problème de valve et des dégonflages. C'est possible, effectivement. Ça ne veut pas forcément dire que la pompe est percée. Souvent, c'est pas le cas. Souvent, c'est plutôt un problème de valve à l'intérieur. Et dans ces cas-là, il faut changer. D'accord. Alors, nous, on a découvert un moyen, enfin, on a découvert, la prothèse peut être changée uniquement, on peut changer uniquement la pompe et non pas toute la prothèse. Voilà, donc il est possible qu'il y ait un problème de pompe, de ne changer que cette partie-là et de ne pas avoir à changer l'intégralité de la prothèse parce que ça générerait des problématiques d'explantation et de réimplantation et donc des problèmes qui peuvent être liés à une nouvelle chirurgie complète. Voilà. Oui, alors après, par rapport à ça, ça dépend aussi à combien de temps on est de la pose de prothèse, parce que très clairement, si on est ne serait-ce qu'à 2 ans, 3 ans de la pose de la prothèse, il vaut mieux tout changer, parce qu'en fait, on s'expose, autant repartir sur du matériel neuf,
En tout cas, en France, de toute façon, on a un mode de facturation qui fait que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça, et on limite le risque infectieux. Enfin, c'est mon avis. Par contre, on n'a pas forcément envie de changer de ballon, mais le matériel, je pense que c'est quand même pas mal. Oui, oui, parce qu'en France, les prothèses sont incluses dans les systèmes de remboursement de. Oui. Oui, d'accord. Alors, on avait une autre question. Oui, j'avais une question concernant le changement de prothèse. Aujourd'hui, est-ce que donc j'imagine que vous avez des néo-implantations et des nouvelles des réimplantations peut-être de patients qui ont bénéficié d'un implant pour 6 et vous enlevez ces implants pour mettre des prothèses plus spécifiques pour patients trans. Quel est le temps moyen de conservation d'une prothèse par patient? Alors, ça, c'est la littérature là-dessus. En gros, il y a 5 gros papiers, gros articles dans la littérature internationale. La durée de vie moyenne d'un implant, elle est de 5-7 ans. Voilà, ça, c'est la durée de vie moyenne d'un implant. Donc, ça veut dire qu'un patient qui a une phalloplastie, en moyenne, maximum, tous les 7 ans, il va devoir changer son implant. Alors, effectivement, ce sont des données avec les implants 6. Pour l'instant, on n'a pas ces données-là sur les implants spécifiques phallo. Peut-être qu'on aura des durées de vie plus longues, mais à l'heure actuelle, personne peut le dire. C'est vraiment ce qu'on espère. Après, le fait d'avoir une prothèse spécifique, ça a un intérêt effectivement on espère sur la durée de vie, notamment sur l'attache dont on parlait, mais ça a aussi un intérêt sur le fait d'avoir une prothèse qui s'adapte mieux à la phalloplastie, notamment au niveau du gland, on n'en a pas parlé, avec une sensation un peu meilleure au niveau du gland. Le gland qui est là. Alors, on nous fait beaucoup la remarque à nous, Zéphyr, que le gland est parfois trop large pour certaines phalloplasties et que du coup, il inquiète beaucoup pour l'insertion. Donc, est-ce que vous faites face à beaucoup de situations de ce genre où vraiment le gland est trop large et donc ça pose problème, ou comment est-ce que vous gérez ce genre de... C'est au cas par cas, c'est-à-dire que lors de la chirurgie, on fait ce qu'on appelle une dilatation. On appelle des bougies de dilatation. On va dilater petit à petit à l'intérieur de la phallo. Et sur certaines phallos, effectivement, on peut avoir des phallos étroites ou alors à l'intérieur avec des cicatrices qui sont difficiles à dilater. Et on peut être gêné pour passer ce fameux gland qui est plus large. Donc dans ces cas-là, on peut le retailler puisqu'il se retaille extrêmement facilement. Donc c'est franchement pas fréquent d'avoir des difficultés maintenant à mettre l'implant, surtout qu'il a été un peu revu pour pouvoir dilater un petit peu moins largement. Mais on peut être encore de temps en temps un petit peu en difficulté. C'est pour ça que moi, quand j'ai des patients qui ont des phallos assez fines, je les préviens qu'on peut être amené à ne pas mettre cet implant, mais mettre un autre type d'implant où on a des tailles des largeurs plus fines. D'accord. Donc quelqu'un qui aurait une phalloplastie avec un bout vraiment fin pourrait avoir le gland retaillé ou bien se voir proposer un autre type d'implant. Oui, parce qu'il faut pas prendre de risque sur la phallo, à vouloir trop dilater, à vouloir trop écarter. Le risque, ce serait d'abîmer le bout de la phallo. D'accord. Alors nous, d'ici l'année prochaine, on espère on aura des implants avec un bout amovible pour justement éviter d'avoir dans certains cas un gland qui soit trop large et donc avoir des glands en forme d'ogive comme ça qui ne soient pas formés en fait préformés donc pour les tailles plus fines là comme ça. Du coup, on a plusieurs commentaires en attente. Alors, j'ai quelqu'un de Lille qui nous écrit, qui nous dit « Ma verge fait 15 cm en extérieur. La Zéphyr gonflable est-elle possible pour moi? Au vu des tailles de prothèses gonflables, il n'y a pas de 15 cm. » Alors, je me permets de répondre pour cette question. Oui, il y a la taille 15 centimètres. En fait, comme on l'explique souvent, la taille en extérieur n'est pas la taille complète de la prothèse. C'est-à-dire qu'on a la prothèse qui fait 15 cm, 12, 15, 18 ou 21 cm. Mais en réalité, au moment de la chirurgie, on ne va pas mettre un implant de 15 à quelqu'un qui a une phalloplastie de 15. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu au moment de la chirurgie comment vous faites les mesures? En fait, on fait la dilatation du coup de la phalloplastie jusqu'à l'extrémité de la phalloplastie, jusqu'au gland. Et puis après, on libère l'endroit où on va fixer. Il faut imaginer que là, imaginons que la phallo est là.
on va fixer la plaque métallique à ce niveau-là, et donc on mesure d'ici jusqu'au bout de la phalloplastie, ça nous donne la longueur. Euh, Là où on manque un petit peu de souplesse dans le choix des longueurs, c'est qu'idéalement, en fait, il nous faudrait toutes les tailles. C'est-à-dire qu'il nous faudrait de 12 à 22 pour qu'on puisse ajuster au mieux la taille de prothèse qu'on va mettre. Or là, on a 15, 18 et 20 et 22, 20. Oui, 12, 15, 18, 21. Voilà, 15, 18, 21. Donc ça c'est 15, 18, voilà. Donc le problème c'est que si par exemple on est sur une 17 cm, une fallo de, enfin, si on devait mettre une 17, on a le choix entre 15 qui va être un petit peu trop court et la fallo la prothèse risque de pas être totalement au bout, ou on a le choix entre une 18 mais qui risque de tendre un petit peu et de mettre un petit peu en danger la fallo. Donc c'est toujours des questions un peu touchy qu'on a au bloc opératoire à ce moment-là. Et on est toujours dans l'hésitation. Mais pour répondre précisément à la question de la fallo de 15 cm, très clairement chez ce patient, on va sûrement mettre une 18 parce qu'en fait, si la fallo fait 15, il y a probablement encore bien 3 cm pour aller jusqu'à l'endroit d'insertion, ce qui fait qu'on aura facilement une prothèse de 18, peut-être même une 21 cm en fonction de la distance qui est entre la base de la fallo et l'insertion du pubis. Oui, ça dépend vraiment du type de phalloplastie. Donc, ce que vous disiez. Ça dépend du type de la phalloplastie, où est-ce qu'elle a été insérée. Plus la fallo est insérée basse par rapport au pubis, plus ça va. D'accord. Moins on a de distance. Alors justement, on a une question qui est comment se décider sur la technique de phalloplastie la plus adaptée, abdominale, antébrachiale par exemple, sont les techniques les plus nombreuses, les plus usitées, j'imagine qu'il voulait dire. Comment est-ce qu'on peut faire ce choix? Ce choix, il se fait vraiment en discutant plusieurs fois avec son chirurgien. Même moi, je conseille avec plusieurs chirurgiens pour avoir plusieurs avis différents. Moi, je ne vends pas de technique. Je fais en sorte que les patients aient des informations sur les différentes techniques et le patient doit choisir la technique qui lui convient le mieux. Et comme on le disait au début, la fallo-abdo, elle n'est pas parfaite, la fallo-antébrachiale, elle n'est pas parfaite. Donc, au final, c'est au patient de faire son choix en fonction de ses attentes. L'esthétique, c'est un point important. Mais ce que je dis aussi à mes patients, c'est qu'il y a de très belles fallo antébrachiales, il y a de très belles fallo abdominales, il y a de très belles fallo du grand dorsal, de cuisse. Et donc, c'est pas un très bon choix parce que on peut toujours avoir des belles fallos, il y en a des moins réussis pour chaque technique. Donc c'est plutôt là la question qu'on va se poser sur le nombre d'opérations qu'on est prêt à avoir, les risques qu'on veut prendre. Je disais la fallo antébrachiale, elle est un peu plus risquée avec un risque de nécrose plus important, mais elle se fait en moins d'étapes. Donc du coup, on a plus rapidement sa fallo. Donc et puis l'urètre, c'est une question très très importante dans le choix de la technique. Donc je pense que quand on choisit sa technique, il faut bien y réfléchir, discuter avec son chirurgien, même avec plusieurs chirurgiens, discuter sur les réseaux de patients, avec les réseaux de patients. Il y a des super réseaux sociaux à ce niveau-là où les patients s'aident beaucoup, se trouvent avec des informations qui sont plutôt claires, où les gens parlent librement aussi de leurs complications. Moi, je suis très content que les gens parlent de leurs complications parce que c'est fondamental que les gens comprennent qu'ils s'engagent dans un parcours compliqué. Et donc voilà, moi je pense qu'il n'y a pas une parfaite. Il y a une technique qui convient aux gens ou pas. Voilà, donc je peux pas dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Pas possible. Justement, on a une question de Isaac qui nous dit qu'il a perdu beaucoup de poids, donc il a énormément de peau en trop entre guillemets au niveau du ventre. Est-ce que dans ce type de cas, la phalloplastie abdo serait possible ou pas vraiment? La phalloplastie abdominale, elle est possible dans quasiment tous les cas. Alors effectivement, si vraiment il y a un excès de peau monumental, peut-être que ça se discute, hein. Il y a toujours des exceptions, mais normalement on peut faire une fallo abdo dans beaucoup de cas. Moi je mets ce qu'on appelle des ballons d'expansion, qui permettent justement pour le coup, qui ont plutôt tendance à regagner de la peau parce qu'on en manque souvent, on a rarement suffisamment de peau pour former la fallo. Donc après c'est au cas par cas, mais c'est rare qu'on puisse pas la faire. D'accord. Alors je me permets de lire toutes les questions, on en a reçu pas mal. Alors concernant la technique du prélèvement buccal pour l'urétroplastie, est-ce que vous pourriez en donner un petit peu plus de précision? Et
Ensuite, on a la même personne qui pose des questions sur la pompe électrique, j'en parlerai après. Voilà. Alors, la muqueuse buccale pour l'urètre, c'est une technique de réparation, d'accord? C'est pas utilisé pour créer l'urètre. Dans une méta, on va utiliser la muqueuse des petites lèvres existantes et ça dépend un peu des techniques, mais et une partie de la muqueuse du vagin pour former l'urètre. Dans une phallo, on va utiliser soit un lambeau de peau de l'avant-bras pour la phallo antébrachiale ou pour d'autres types d'ailleurs de reconstruction urétrale, soit une greffe de peau mince. On n'utilise pas une muqueuse buccale en première intention parce qu'on a besoin d'une longueur urétrale très importante, hein, entre 20 et 30 cm généralement de longueur d'urètre, parce qu'il faut imaginer qu'il y a la longueur dans la phallo, mais il y a aussi toute la longueur pour aller jusqu'à l'urètre natif. Donc ça fait des très grandes reconstructions urétrales, donc on n'aurait pas assez de muqueuse buccale. Par contre, la muqueuse buccale est une excellente greffe pour reconstruire, pour réparer des sténoses de l'urètre. Donc, on va prendre un petit morceau de muqueuse buccale et on va aller greffer cette muqueuse buccale au niveau de la zone sténosée. Ça, c'est tout à fait possible, mais en réparation. Vous pourriez expliquer juste ce que c'est que la sténose? La sténose, c'est un rétrécissement du canal de l'urètre. C'est la complication, une des complications les plus fréquentes qu'on a au niveau des urètres, sachant que les complications les plus fréquentes se situent à la base des phallos, c'est-à-dire à la jonction entre l'urètre qu'on a créé dans la phallo et la connexion avec l'urètre natif. Et c'est aussi la zone où la phallo tombe vers le bas, c'est-à-dire que ça crée une structure, enfin une couture qui va risquer en fait de provoquer des sténoses. D'accord. Concernant l'urètre, on a une question pour savoir où passe l'urètre par rapport à la prothèse et est-ce que ça peut gêner? Alors oui, oui, ça peut gêner. L'urètre passe, donc si on a la phallo qui regarde vers le bas, donc on va dire qu'en bas c'est les jambes, l'urètre passe ici. Je vais décaler. L'urètre passe ici et la phallo, la prothèse va être plutôt au-dessus. Donc l'urètre est sous la prothèse. Et dans la prothèse qui a été conçue par ZDC, il y a une petite rigole qui doit faciliter l'urètre, voilà, pour que l'urètre puisse passer. Mais l'urètre, effectivement, quand on a une phallo qui est pas très large et qu'en plus il y a un urètre dedans, donc là ça devient ça peut être vraiment difficile, surtout si le gland est pas large et fait la pointe et qu'on a en plus un urètre dedans, bah, ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout parce qu'on risque d'abîmer l'urètre. Donc quand on fait la dilatation pour mettre la phalloplastie, c'est toujours un moment très stressant parce que c'est une dilatation qui se fait au toucher, à la sensation et que on sait pas toujours où on est et on a toujours peur de faire une plaie de l'urètre, d'abîmer l'urètre. D'accord. Et peut-être que dans ce cas-là, si comme avec un prêtre qui va jusqu'au bout de la phallo, peut-être qu'un implant malléable est moins risqué dans ce cas-là parce qu'il est plus plat et il n'y a pas le risque de gonflage. Le gonflage, une fois qu'on gonfle, c'est pas le problème, parce qu'une fois que la prothèse est en place, si on n'a pas abîmé l'urètre, on peut gonfler sans risque. Ça risque juste de comprimer l'urètre, mais une fois dégonflé, bah, le patient pourra uriner normalement. Donc, non, je suis pas sûr. Je pense que c'est surtout faire son trajet correctement. C'est pas ça qui me fait choisir entre une malléable et une gonflable en tout cas. D'accord. Très bien. Alors, on a des patientes à vous qui sont en train de regarder, qui demandent si on parlera de vaginoplastie. Donc, je propose qu'après avoir listé un certain nombre de questions sur la phallo, on passe au vaginaux aussi pour répondre aux questions liées. Alors, la durée d'opération de la pose de la pompe dure combien de temps en moyenne? En moyenne, c'est entre, je dirais, 1h15 et 2h en moyenne. Alors, pour le post-op, faut-il lâcher la verge ou la laisser vers le haut? Et quels sont les soins à faire en post-op pour la pompe? Alors, plutôt la laisser vers le haut pour éviter justement qu'il y ait des coudes qui se fassent. Après, les soins post-op, bah, ils sont un peu fonction du chirurgien qui va opérer le patient. Moi, je fais faire des soins locaux. Alors, ça dépend aussi des patients, de leur capacité à faire leurs soins eux-mêmes. S'ils se sentent capables de le faire, je leur fais faire des pansements avec du savon doux sur la zone cicatricielle et je leur fais mettre une pommade antibiotique. Mais honnêtement, je n'ai pas la prétention de dire que c'est ce qu'il faut faire absolument. Chacun a sa façon de suivre ses patients. Moi, j'ai tendance à mettre un traitement antibiotique pendant quelques jours après l'opération pour limiter le risque infectieux. Là aussi,
c'est de l'expérience, c'est pas de la recommandation médicale. Donc chacun fait un petit peu comme il a ses habitudes et comme il le souhaite. Donc mais par contre, c'est vrai que moi j'ai tendance à laisser la prothèse un peu vers le haut. D'accord. Oui, pour laisser la prothèse un petit peu vers le haut aussi permet d'avoir moins de pression au niveau de la tâche et de permettre à ce que la tâche soit un Bien petit cicatrisée, ouais, tout à fait. Merci. On a une question de Johnny qui dit qu'il a eu une phallo RFF et qu'il a eu une nécrose de la moitié de la phallo, donc il doit refaire tout le côté avec la peau de la cuisse. Quel type de prothèse serait idéal pour un balancement de peau type mince provenant du bras et une partie de la cuisse? Ça voudrait dire que c'est une phalloplastie qui aurait en partie de la peau du bras, dans l'antébrachial, et une autre partie reconstruite avec la cuisse. Honnêtement, faudra voir le résultat final, hein. Je pense surtout, là, c'est difficile de répondre à la question comme ça. Faut examiner le patient avec le résultat final, voir qu'est-ce qu'on a comme longueur de phallo au final, qu'est-ce qu'on a comme largeur, et puis faire vraiment là du cas par cas. Et puis surtout, ce qu'il va falloir, c'est attendre qu'il y ait une parfaite cicatrisation avant de s'engager vers vers une prothèse. Une implantation. Et du coup, vous recevez des patients qui ont eu, on en a parlé un petit peu au début, vous recevez des patients qui ont eu éventuellement des phalloplasties dans d'autres lieux. Est-ce que vous retouchez parfois des phalloplasties qui auraient besoin d'amélioration ou de retouches? Oui, bah, de toute façon, on a des patients, il y a encore beaucoup de patients qui vont se faire opérer à l'étranger. Donc, ça nous arrive très régulièrement d'avoir des patients qui viennent d'autres centres, que ce soit des centres français ou des centres étrangers. Alors, ça peut être des retouches esthétiques, mais c'est souvent aussi l'urètre, hein, parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'urètre. Et puis aussi des demandes de prothèses, parce que les patients vont se faire opérer de leur phallo à l'étranger, et puis des fois pour des choix qui sont tout à fait justifiables et qu'on comprend complètement. Et puis après, ils viennent chez nous pour la prothèse parce que c'est plus simple d'un point de vue des déplacements, notamment. D'accord. Merci. Et justement, à propos de ça, on me demande si vous êtes en contact, parce qu'on a des personnes du Canada qui nous écoutent. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres équipes chirurgicales d'autres pays, par exemple l'équipe de Montréal? Je ne sais pas si vous connaissez le docteur. Alors, docteur Bélanger, c'est la personne qui travaille avec le docteur Brassard. Donc, c'est celle qui a repris qui est en train de reprendre son activité. Moi, je connais Pierre Brassard. Je suis allé le voir à Montréal. C'est quelqu'un de super sympa. Je peux pas dire que je suis en contact avec lui régulièrement. Par contre, ça peut arriver de se croiser dans différents moments professionnels. Et puis, mais on n'a pas de contact régulier. Mais par contre, c'est quelqu'un d'hyper sympa avec qui on s'entend très très bien. Et oui, ce type de contact professionnel permet d'échanger sur les techniques des uns des autres et des Ah bah c'est sûr que pour nous c'est fondamental, hein. On n'est pas beaucoup à faire beaucoup de phallo ou beaucoup de vaginaux dans le monde, et donc les congrès sont des moments d'échange hyper importants pour s'échanger chacun nos améliorations, nos trucs et astuces, nos techniques. C'est hyper important pour nous de pouvoir discuter de tout ça. Ouais. Je reviens un petit peu sur les soins. On a une petite question sur si on fait une prise de peau buccale, est-ce qu'il y a des soins particuliers à apporter au niveau de la bouche? Alors, ils sont légers, ces soins. C'est des bains de bouche pendant environ une dizaine de jours après l'opération. On prend une zone très mince, en fait, au niveau de la muqueuse. Donc, les gens cicatrisent très vite. Il faut 10-15 jours de cicatrisation. Il faut prévoir de manger mixé ou semi-mixé après l'opération. C'est pas des gros soins. Il faut comparer ça à des soins dentaires un peu importants, quoi. D'accord. Super. Ah oui, alors on avait une question sur la pompe électrique dont on a déjà un petit peu parlé sur les réseaux ou quoi. Alors, on est en cours de création de la pompe électrique, donc je peux pas encore vous dire ce qu'il en est et comment elle fonctionne, mais on espère, avec tout ce qui se passe entre le coronavirus, avec les nouvelles réglementations européennes. Je vous écoute, hein. Oui, je vous en prie. On espère qu'elle sortira un jour et on vous donnera plus de précisions dès que possible. 3 enfants à la maison à gérer, c'est un peu fun. Je vous propose qu'on passe rapidement si vous avez un petit peu de temps. Non, mais il n'y a pas de souci, Merci. Sur la vaginoplastie, si vous pouviez nous dire un petit peu votre expérience sur cette activité et voilà. Ah bah mon expérience
je fais beaucoup de vaginoplastie depuis plusieurs années. Actuellement, je fais 2 vaginoplasties par semaine, donc c'est une activité que je fais beaucoup et pour laquelle je suis en plein développement, hein, d'ailleurs comme les phalloplasties. C'est une part très importante de mon activité. Voilà. Après, je sais pas ça dépend des questions qu'on peut avoir par rapport à ça, mais oui, c'est une technique que je réalise beaucoup, et notamment une technique qui m'a été apprise par le docteur Mourad Journel et qu'il a puisé à la base justement chez Pierre Brassard, qui lui a une expérience énorme de la vagino, puisqu'il a dû faire actuellement à peu près 3000 vaginoplasties. Apparemment, oui. Et du coup, en effet, vous avez une activité qui est de plus en plus importante. Quels sont les délais d'attente actuellement pour les chirurgies? Alors, ça dépend. Ça dépend de la chirurgie. Dans la phallo, il y a plusieurs étapes. Donc, j'essaye de pas m'engager sur trop de personnes à la fois pour pouvoir répondre à l'ensemble des étapes qu'il va y avoir. En pratique, cette année, par exemple, je vais faire 25 phalloplasties, ce qui est déjà pas mal. Sans parler des poses de prothèses autres, hein, mais mes phalloplasties à peu près 25. Très clairement, les demandes sont de plus en plus importantes. Elles affluent de plus en plus. Là, on a Monsieur Covid qui vient rajouter beaucoup de complexité parce que là, je suis à l'arrêt complet. Donc, ça va forcément donner plus de retard, mais ce ne sera pas que moi, ce sera tous les chirurgiens du monde entier qui font des phalloplasties, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de phallos qui continuent à se faire en ce moment. Enfin, j'espère. Donc, les délais, ouais, s'allongent. Alors, moi, dans mon centre, comme j'ai vraiment augmenté le nombre de chirurgies que je fais, j'ai réduit. En fait, le paradoxe, c'est que, par exemple, là, je faisais une trentaine de vaginaux, maintenant j'en fais à peu près 80 à 100 par an. Je faisais une dizaine de phallos, j'en fais 25. Mais d'un côté, plus on en fait, plus on a de demandes. Donc, du coup, les demandes continuent d'augmenter et les délais vont forcément augmenter. Mais dans mon équipe, là, je suis en train de former un nouveau chirurgien pour les phallos. Donc déjà, ça c'est l'envie que j'ai, c'est qu'on soit déjà 2, peut-être 3, et j'espère pouvoir faire la même chose avec les vaginaux, parce que de toute façon tout seul je pourrais pas m'en sortir. Et puis mon objectif c'est vraiment qu'on soit un centre très fort dans ce domaine, quoi. D'accord. Donc si les gens veulent vous contacter, ils contactent le centre Mermoz et puis ils essaient de... Oui, alors ça c'est très simple, hein, ils vont sur internet et ils trouveront toutes mes coordonnées, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors on a une petite question, je reviens du coup sur la prothèse semi-rigide. Quelle est sa durée de vie? Donc ça c'est moi éventuellement qui peut répondre à ça, mais on en a déjà un petit peu parlé. Quelle est la meilleure prothèse donc entre la malléable et l'hydraulique pour une phalloplastie? Quelle est la meilleure prothèse entre une malléable et l'hydraulique? Oui. Ça dépend. Moi, je pense que la meilleure, c'est la gonflable. Alors clairement pour les verges biologiques, les patients cis, pour moi c'est sûr, parce que c'est celle qui donne l'aspect esthétique physiologique le plus réussi. C'est logique. Faut pas oublier que le terme semi-rigide, c'est toujours semi-rigide. Donc c'est jamais parfaitement rigide et c'est jamais parfaitement dégonflé. Maintenant, la semi-rigide, elle donne un peu moins de complications, un peu moins de douleur en post-opératoire. Elle enlève toutes les complications qu'il y a liées au gonflage des prothèses. Donc, elle a des avantages. Elle a l'avantage de simplifier un peu la procédure et de simplifier un peu le post-opératoire. Mais par contre, je pense quand même qu'on a un rendu physiologique et esthétique plus sympa avec une gonflable. Après, il y a aussi en France, on a la chance d'avoir des dispositifs qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc moi, en tant que chirurgien, j'ai pas cette problématique-là de me poser la question si mon patient va avoir les moyens de payer une gonflable ou une semi-rigide. Il y a beaucoup de pays dans le monde où le choix déjà se fait par rapport aux finances. Oui. Beaucoup de pays, et vous savez très bien, n'ont pas le même prix pour une prothèse semi-rigide qu'une prothèse gonflable. Donc du coup, le choix de la prothèse, c'est aussi le patient qui le fait en fonction de ses moyens. Mais donc c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé dans les pays en voie de développement, parce qu'elle est moins chère. Oui, absolument. Merci. On va revenir sur une question pour la vaginoplastie. Est-ce que vous connaissez la technique d'utilisation au niveau du péritoine? Si vous pouviez la commenter. Alors, je pense que la personne, à mon avis, ne parle pas d'utilisation du péritoine, mais d'une partie du côlon.
Donc quand on fait une vaginoplastie, on crée une profondeur vaginale. Ça, la technique pour créer la profondeur, c'est à peu près la même partout. Après, il y a des chirurgiens qui font des profondeurs plus ou moins importantes, mais après, on peut soit faire une greffe de peau qui vient tapisser le vagin, Mhm. qui a comme inconvénient de devoir être dilaté très régulièrement pour maintenir la profondeur et la largeur, soit on utilise effectivement un morceau de côlon pour faire cette cavité. Alors, ça a l'avantage d'avoir besoin de moins de dilatation, mais ça a l'inconvénient d'être un morceau de côlon avec des sécrétions de mucus intestinal plus importants. Mhm. Moi, c'est pas une technique que je privilégie, enfin que je fais en première intention, loin de là, puisque ça rajoute les complications digestives en plus, puisqu'on fait des sutures digestives et on ouvre les intestins. Mhm. D'accord. Donc, quelle est la technique de vaginoplastie que vous privilégiez le plus? L'inverse. Alors, moi, je fais une inversion, ce qu'on appelle la technique d'inversion pénoscrotale, où on va utiliser en fait à peu près tout ce que la personne a pour former son vagin, bien entendu en enlevant les testicules et en remodelant un petit peu l'ensemble des organes pour former l'urètre, le clitoris et le vagin. Et l'intérieur du vagin est créé, tapissé par une greffe de peau constituée à la fois par la peau scrotale et une partie de la peau pénienne. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Euh, j'ai devant moi le petit ballon qu'on utilise. Alors, je pense que vous l'avez pas encore utilisé, hein, puisqu'il n'est pas encore disponible. Mais c'est un petit ballon qu'on utilise qu'on propose pour le post-opératoire quelques jours, quelques heures, quelques jours, pour maintenir le néovagin ouvert et favoriser la microvascularisation. Donc, j'imagine que vous utilisez un autre type de produit ou de dispositif pour maintenir la cavité ouverte avant la dilatation. Alors oui, moi, on crée un conformateur au bloc opératoire avec un mélange de compresse et de préservatif pour faire un conformateur assez rigide. J'ai effectivement jamais utilisé votre dispositif. Franchement, la création du conformateur, c'est pas trop le problème. Après l'opération, on enlève le conformateur et les patientes commencent leur dilatation et en fait, on leur fait acheter un kit de dilatateur qu'elles commandent sur Internet. D'accord. Merci. Et du coup, je reviens sur parce qu'on a une petite précision concernant le péritoine. En effet, c'est une technique utilisée à l'hôpital du Mont Sinai à New York. Chez certaines. D'accord. Bah, honnêtement, j'ai pas la prétention de connaître toutes les techniques, donc je regarderai. Mais c'est vrai que l'utilisation du péritoine, non, je connais pas cette technique, mais je regarderai. Super. Euh, alors moi, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. On n'en a pas reçu particulièrement d'autres. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur votre activité, sur le fonctionnement de l'hôpital ou... Non, bah, pas vraiment. Écoutez, non, non, j'étais ravi de pouvoir répondre aux questions des personnes. Ça m'a fait plaisir. Pas de souci. Merci. Merci à vos 3 enfants d'être et calmes. Je vais aller voir dans quel état est la maison. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce live et qui sera disponible sur la page Facebook. Et comme l'a dit le docteur Terrier, si vous souhaitez rentrer en contact avec lui, vous pouvez rentrer sur le site de l'hôpital Jean de Paul et puis vous avez ses coordonnées qui seront là. Super. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.